Il y a des vérités que l'on ne comprend qu'avec le temps. Et il y a des batailles que l'on ne peut gagner qu'en arrêtant de se battre avec le monde et en commençant à garder le silence. À un certain âge, il ne s'agit plus de prouver quoi que ce soit. Il ne s'agit pas de crier ce que tu sais, ce que tu as vécu, ce que tu as accompli. Il s'agit de te tenir avec dignité au milieu du bruit, de protéger ta paix comme si c'était de l'or, et de comprendre que tout ne doit pas être partagé. Entre 55 et 75 ans, on a déjà vécu assez pour savoir que tout le monde ne mérite pas de tout savoir. Qu'il y a des parties de ton histoire, de ton corps, de ta foi, de ton passé, qui t'appartiennent seulement à toi. Et les garder privés n'est pas un signe de faiblesse, c'est une marque de force, de sagesse, de maîtrise de soi. Dans un monde où les gens se démènent pour attirer l'attention, pour la validation, pour les likes, se taire est un acte de rébellion, et pas n'importe quel type de rébellion, une qui vient du calme, de l'expérience, de la décision consciente de ne pas s'épuiser pour ce qui n'en vaut pas la peine. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui ont encore besoin de prouver leur valeur, elle est pour ceux qui l'ont déjà découverte, pour ceux qui savent que la vraie liberté commence quand nous arrêtons de nous expliquer. Ensuite, je vais partager avec toi 8 leçons, 8 principes stoïciens qui non seulement t'aideront à vivre avec plus de paix, mais aussi avec plus de pouvoir intérieur. Ce ne sont pas des phrases vides ni des conseils jolis. Ce sont des façons de regarder la vie avec les pieds bien ancrés sur terre, avec courage, avec conscience et avec la détermination de ne pas laisser l'extérieur contaminer ce que tu as déjà construit à l'intérieur. 1. Que ta poche ne parle pas pour toi. Il y a des gens qui, dès qu'ils entrent dans une pièce, ne marchent pas. Ils font du bruit. Et je ne parle pas du son de leurs pas, mais du tintement invisible de ce qu'ils portent dans leur poche. Comme si la valeur de leur présence dépendait du prix de leur montre, du modèle de leur voiture ou du quartier où ils vivent. C'est comme s'ils portaient leur portefeuille autour du cou, comme une médaille qui crie « Regardez-moi, je vaux ça ». Mais je vais te dire quelque chose que l'on n'apprend qu'avec les années. Quand tu as besoin que l'argent parle pour toi, c'est parce que ton caractère n'a pas encore appris à le faire. La sagesse stoïcienne n'a jamais mesuré une personne par ce qu'elle possédait, mais par ce dont elle pouvait se passer. Épictète, qui est né esclave et est devenu l'un des penseurs les plus puissants de son temps, disait que ce n'est pas l'homme qui doit servir ses possessions, mais les possessions qui doivent servir l'homme. Et cela prend plus de sens avec l'âge. Parce que si à 20 ans quelqu'un se vante d'avoir de l'argent, à 60 ans, cela ne révèle que de l'insécurité. La sérénité ne s'achète pas, elle se cultive. Et plus tu parles de ce que tu as, plus ce que tu es devient vide. Il y a des gens qui confondent le silence avec le manque de succès, mais les véritablement réussis n'ont pas besoin de le raconter. Ils ne le crient pas, ils le vivent. On le voit dans leur présence, pas dans leur possession. Quand tu arrives à un certain stade de ta vie, garder ta situation économique privée n'est pas un acte de mystère. C'est de la protection, c'est de la sagesse, parce que tu sais que tout le monde ne mérite pas de savoir combien tu as gagné ou combien tu te portes bien. Parce que tu sais que dans cette vie, il y a des gens qui te souriront par intérêt, pas par affection. Parce que tu as compris que le vrai respect se gagne par la façon dont tu marches, pas par le solde de ton compte. Ce n'est pas mal d'avoir de l'argent. Il ne s'agit pas non plus de le cacher comme si c'était une faute. Mais il s'agit de comprendre que l'argent, s'il est mis en avant, te déshumanise. Il te transforme en un numéro. Et tu n'es pas venu dans cette vie pour être un numéro, tu es venu pour être une présence. Alors, garde-le, littéralement. Ne raconte pas à tout le monde combien tu as dépensé, combien tu gagnes, combien tu as hérité ou combien tu as investi. N'achète pas le respect avec des chiffres. Qu'on t'écoute pour ce que tu penses, pas pour ce que tu possèdes. Qu'on t'admire pour ta tempérance, pas pour ton portefeuille. Sénèque disait « Celui qui a besoin d'or pour être heureux sera toujours pauvre ». Et il avait raison. Parce que si ton bonheur dépend du luxe, de la reconnaissance externe, du statut, tu seras toujours enchaîné au regard des autres. Et là, il n'y a ni paix, ni dignité, ni liberté. À ce stade de la vie,
Le véritable luxe est de pouvoir marcher dans la rue sans que personne ne sache si tu es millionnaire ou si tu recommences à zéro. Parce que ta présence t'appartient, parce que ta valeur est dans ta parole, dans ton regard ferme, dans ta paix intérieure. Et cela n'a pas de prix. Alors, la prochaine fois que tu te sens tenté de te vanter, souviens-toi de ceci. Si tu es vraiment, tu n'as pas besoin de le dire. Et si tu as besoin de le dire, tu as encore à être. 2. Laisse les années vivre en toi, pas dans tes mots. L'expérience est comme un arbre robuste. Elle n'a pas besoin de bouger ni d'élever la voix pour imposer le respect. Elle est là, solide, avec des racines profondes qui ne se voient pas, mais qui soutiennent tout. Cependant, certains, en atteignant un certain âge, ressentent le besoin de répéter constamment leurs années, comme si le simple fait d'avoir vécu était un mérite automatique qui leur donnait autorité sur tout. C'est que j'ai déjà 60 ans. À mon âge, personne ne m'apprend rien. J'ai déjà vécu cela. Et bien que cela puisse sembler inoffensif, cette façon de parler révèle quelque chose, que les années n'ont pas encore pris racine en toi. Que tu continues d'essayer de les valider avec des mots au lieu de les laisser se faire remarquer dans ton attitude, dans ta tempérance, dans ta sagesse. Car il ne suffit pas d'avoir beaucoup vécu. Ce qui compte vraiment, c'est comment tu as vécu. La philosophie stoïcienne le rend très clair. La sagesse n'arrive pas automatiquement avec l'âge. Elle arrive avec la réflexion, avec la maîtrise de soi, avec l'effort constant de vivre selon la vertu. Sénèque l'a dit sans détour, ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en perdons beaucoup. Et le perdre en parlant de ce que tu as déjà fait, de ce que tu as déjà vu, est l'une de ces erreurs qui te volent le présent. À un certain âge, ce qui devrait parler pour toi n'est pas ta bouche, mais ta présence, ta capacité à écouter sans interrompre, à conseiller sans imposer, à vivre sans avoir besoin de rappeler constamment au monde tout ce que tu sais. Parce que quand tu sais vraiment, tu ne le cries pas. Cela se voit dans ta façon de marcher, dans la paix avec laquelle tu réponds, dans la manière sereine dont tu affrontes l'inattendu. Le problème de parler trop de tes années, c'est que tu peux tomber dans un piège dangereux, l'auto-tromperie. Penser que tu n'as plus rien à apprendre, que tu as tout vu, que personne ne peut te dire quelque chose de nouveau. Et quand cela arrive, tu te fermes dans la croissance, tu t'isoles dans ton propre passé et tu arrêtes d'évoluer. Les stoïciens nous enseignent que chaque jour est une opportunité de vivre avec vertu, peu importe combien d'années nous avons sur le dos. Marc Aurèle, étant empereur de Rome et ayant plus de pouvoir que presque toute autre personne dans l'histoire, se rappelait à lui-même chaque matin qu'il avait encore des choses à apprendre. Si quelqu'un comme lui pouvait rester humble, pourquoi pas toi? Laisser les années vivre en toi est quelque chose de complètement différent de les rappeler aux autres. C'est agir avec tempérance, avec maturité, avec ce calme que l'on n'acquiert qu'en traversant des tempêtes sans perdre la tête. C'est corriger sans humilier. C'est partager sans avoir besoin de se montrer. C'est savoir que souvent le silence en dit plus que 1000 discours sur ton parcours. Tu mérites le respect, oui, mais le respect réel ne se demande pas, il s'inspire. Et tu l'inspires lorsque tu permets à tes actions de parler pour toi. Lorsque tu mets de côté le besoin de prouver constamment que tu as déjà une vie parcourue. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'urgence de parler de tes années comme si c'était une carte de visite, respire. Et souviens-toi de ceci. La véritable expérience ne fait pas de bruit. Elle se remarque, elle se ressent, et quand elle est authentique, elle n'a jamais besoin de s'annoncer. 3. Ce qui se casse à la maison se répare à la maison. Un vase cassé ne se répare pas en criant au voisin qu'il est cassé. On le répare avec les mains, en silence, avec patience et respect. Il en va de même pour les affaires de la maison. Quand quelque chose se brise dans la famille, on ne le répare pas en l'exposant au monde. On le répare de l'intérieur, avec engagement, avec caractère, avec maturité. Mais de nos jours, il semble que beaucoup de gens se sentent plus à l'aise à raconter leurs problèmes qu'à les résoudre. Comme si le simple fait de parler de leurs blessures justifiait le fait de ne pas les guérir. Comme si la validation des autres remplaçait la responsabilité personnelle.
Et le plus inquiétant, c'est que cela se produit aussi chez les adultes, avec des années de vie derrière eux, qui devraient être un exemple de discrétion, mais qui choisissent d'exposer leur intimité comme si c'était un divertissement. À un certain âge, on devrait avoir compris que la vie privée vaut plus que la vie publique, qu'il y a des choses qui, par respect pour soi et pour les siens, ne se partagent pas. Non pas parce qu'il y a quelque chose à cacher, mais parce qu'il y a des choses à protéger. La philosophie stoïcienne enseigne que l'extérieur ne devrait pas perturber notre paix intérieure. Mais elle précise aussi que ce qui dépend de nous doit être traité avec responsabilité. Et cela inclut la façon dont nous gérons les conflits familiaux, les erreurs du passé, les désaccords du présent. Aller dans la vie en racontant ce que ton fils t'a fait, ce que ton partenaire ne t'a pas donné, ce que tes parents n'ont pas compris, ne te rend pas fort. Ça te rend esclave de ton histoire. Parce qu'au lieu de la réparer, tu l'exposes. Et plus tu l'exposes, plus il est difficile de guérir. Sénèque disait « Où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté. Et cette bonté, cette compassion, commence à la maison, avec les tiens. Parfois, ce dont on a besoin n'est pas d'avoir raison, mais d'avoir le courage de pardonner, d'écouter, de reconstruire sans que le monde entier le sache. Bien sûr, il y a des blessures qui font mal, il y a des trahisons qui brûlent, et on ne peut pas toujours revenir au point de départ. Mais même si tu décides de t'éloigner, tu peux le faire avec dignité, sans scandale, sans traîner ton histoire partout. Parce que le monde n'a pas besoin de tout savoir. Quand tu fais de ton intimité un spectacle, tu t'exposes à des jugements inutiles. Tu donnes du pouvoir à ceux qui ne comprennent pas ton histoire. Et le pire, tu affaiblis la structure émotionnelle de ton foyer. Une famille n'a pas besoin d'être parfaite, elle a besoin d'être protégée. Peu importe si elle est brisée, blessée, en cours de reconstruction. Ce qui compte, c'est que ce qui se casse à l'intérieur se travaille à l'intérieur. Que tu ne cherches pas des alliés à l'extérieur pour gagner des discussions internes. Que tu n'utilises pas ta douleur comme une excuse pour attirer l'attention. Il y a une grande dignité à savoir taire ce qui fait mal. Non pas par peur, mais par sagesse. Il ne s'agit pas de cacher, il s'agit de prendre soin. Il y a des cicatrices qui ne guérissent que lorsque nous cessons de les montrer et commençons à les traiter au bon endroit. Alors, si quelque chose se casse chez toi, souviens-toi de ceci. Ne le publie pas, répare-le. Ne le crie pas, affronte-le. Et s'il n'y a pas de réparation possible, éloigne-toi avec honneur. Mais ne fais pas de ton intimité un sujet de conversation pour les autres. Parce que la paix se construit de l'intérieur, et ce qui vaut vraiment se soigne en silence. 4. Ta santé n'est pas un sujet de conversation. Le corps est un temple, mais il y a ceux qui, avec le passage des années, le transforment en panneau publicitaire. Chaque maladie, chaque pilule, chaque rendez-vous médical devient un sujet de conversation quotidien. Et même s'il est compréhensible de se soucier de sa santé, il y a une ligne invisible mais importante entre prendre soin de son corps et vivre en parlant de ses échecs. Quand on atteint un certain âge, il est inévitable que le corps commence à donner des signes. Il fait mal ici, il s'use là-bas. C'est une partie de la vie. Personne n'y échappe. Mais c'est une autre chose de transformer tes symptômes en un drapeau que tu agites tout le temps. J'ai mal ici, je prends telle chose, je ne dors plus, le médecin m'a dit. Une liste interminable de plaintes qui, loin de t'aider, te lie à un rôle que tu n'as pas besoin de jouer, celui de la victime. Épictète disait que nous ne devons pas nous inquiéter de ce qui n'est pas entre nos mains. La maladie, la vieillesse, la détérioration physique ne sont pas choisis. Mais la façon dont tu affrontes tout cela, oui. Et c'est là que se fait la différence entre vivre avec dignité ou vivre en mendiant de la compassion. Parler tout le temps de ta santé ne te renforce pas. Cela t'affaiblit. Cela te rend dépendant de l'attention des autres. Cela alimente la peur, le drame, l'anxiété. Et cela, même si cela ne semble pas le cas, rend malade plus que le problème original. Il y a quelque chose que personne ne dit à haute voix, mais que tout le monde ressent.
Quand quelqu'un répète encore et encore ces mots, il n'inspire ni respect ni soin. Il génère de la distance. Parce qu'au lieu de projeter de l'intégrité, il projette de la pitié. Et la pitié est un poison silencieux qui te vole l'autorité, la présence, la force intérieure. Avoir mal n'est pas synonyme de faiblesse, mais vivre en parlant de lui l'est. Parce que tu ne l'affrontes pas, tu l'exposes. Et plus tu l'exposes, plus tu en fais une partie de ton identité. Tu te définis par ce qui te fait mal, et c'est dangereux. Les stoïciens parlaient de l'autocontrôle comme d'une vertu essentielle. Et l'autocontrôle implique aussi de savoir quand se taire. Savoir quand garder ton processus pour toi. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu traverses. Tout le monde ne le comprendra pas. Tout le monde ne le respectera pas. Et le plus important, tout le monde ne le mérite pas. La santé se soigne, elle ne se commente pas. Elle se travaille dans le silence, dans l'effort quotidien, dans la discipline que personne ne voit. Tu n'as pas besoin d'applaudissements pour te lever chaque jour avec de la douleur. Tu n'as pas besoin de compréhension externe pour prendre tes médicaments, pour faire tes exercices, pour continuer à avancer. Tu as besoin de courage. Et ce courage se construit en privé. Il y aura des moments où tu devras parler de ce qui t'arrive, bien sûr, avec ton médecin, avec quelqu'un de confiance, mais ne fais pas de ton état physique le centre de ton récit quotidien. Ne vis pas en te répétant ce qui te fait mal, parce que le corps écoute. Et quand tu le traites comme faible, il devient plus faible. Sénèque disait « L'âme qui s'habitue à la plainte devient esclave de la douleur ». Et c'est exactement ce qui se passe quand tu transformes ta santé en conversation constante. Tu deviens prisonnier de ta propre histoire. Alors fais-toi une faveur. Prends soin de ton corps en silence. Affronte ta douleur avec noblesse. Remercie pour chaque jour où tu peux encore te lever, bouger, respirer. Et garde ton processus comme quelque chose de sacré, parce que c'est le cas. Ta santé n'est pas un spectacle. C'est un acte intime de résistance. Et les actes intimes se vivent avec force, pas avec des mots. 5. Donne comme si personne ne regardait. Il y a des bougies qui éclairent toute une pièce, sans faire aucun bruit. Elles ne demandent pas d'attention, elles n'exigent pas d'applaudissements. Elles font simplement ce qu'elles sont venues faire, donner de la lumière. C'est ainsi que devrait être la générosité. Silencieuse, solide, vraie, sans besoin de témoins, sans attendre rien en retour. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens n'allument des bougies que s'il y a des caméras qui filment. Seulement si quelqu'un regarde, seulement s'ils peuvent le raconter après. Donner est devenu, dans de nombreux cas, une monnaie sociale. Une façon de démontrer sa valeur, de nourrir son ego, de masquer le vide intérieur par de bonnes actions publiques. Et ce n'est pas donner, c'est agir. Car lorsque la motivation principale est la validation, le geste perd son essence. Ce n'est pas de la générosité, c'est une stratégie. Ce n'est pas un don, c'est un échange déguisé. Donner comme si personne ne regardait est autre chose. C'est un acte de conviction. C'est avoir une telle clarté sur ton but, ta valeur, tes principes, que tu n'as pas besoin que quelqu'un le confirme de l'extérieur. Tu aides parce que c'est la bonne chose à faire, parce que tu peux, parce que tu veux. Point. Si quelqu'un le voit, tant mieux. Si personne ne le voit, tant mieux. À un certain âge, on devrait avoir compris cela, parce que tu as déjà vu assez de masques, assez de faux gestes, assez d'aides qui ne cherchent qu'à se mettre en avant. Et si tu as appris quelque chose de tout cela, c'est que la vraie valeur réside dans l'invisible, dans ce que tu fais quand personne ne t'évalue, dans ce qui vient du cœur, pas du calcul. Le problème de vivre en donnant pour être vu, c'est que tu deviens esclave des réactions. Si personne ne le commente, ça te dérange. Si personne ne le remercie, ça te fait mal. Et ainsi, ce qui aurait dû te donner la paix finit par te vider. Tu finis par attendre de la reconnaissance comme si c'était une partie du contrat, alors qu'en réalité, il ne devrait pas y avoir de contrat. Juste une intention pure. Donner en silence est une forme de pouvoir.
parce que celui qui donne sans attendre démontre qu'il n'a besoin de rien, qu'il ne cherche pas à se parer de sa bonté, que sa générosité n'a pas de destinataire spécifique ni d'applaudissements en attente. Elle coule simplement, comme cette bougie qui éclaire simplement, même si personne ne le dit à voix haute. Et nous ne parlons pas seulement d'argent, nous parlons de temps, d'attention, de soutien, de conseil, d'écoute, d'empathie. Ces choses qui ne s'achètent pas et qui, lorsqu'elles sont offertes du cœur, ont une valeur inestimable. Mais pour qu'elles aient cette valeur, elles doivent être offertes avec humilité, pas avec fierté. Quand tu aides en silence, tu le fais à partir d'un lieu authentique, pas par obligation, ni par fierté. Tu le fais parce que cela fait partie de qui tu es. Et c'est ce qui te donne la paix. Savoir que ta contribution n'a pas besoin de projecteur, parce qu'elle est authentique. Alors chaque fois que tu ressens le besoin de partager ce que tu as fait pour quelqu'un, demande-toi, est-ce que je le raconte parce que ça me vient naturellement ou parce que je veux être reconnu? L'ai-je fait par bonté ou pour l'image? Parce qu'au final, seul toi connais la vérité. Et si la vérité est pure, elle n'a pas besoin d'être décorée de mots. Ton geste a déjà de la valeur en lui-même. Comme cette bougie silencieuse, tu peux aussi donner de la lumière sans faire de bruit. Et crois-moi, la lumière qui ne fait pas de bruit éclaire plus. 6. Crois en silence. Vis avec conviction. Une boussole ne fait pas de bruit. Elle n'a pas besoin d'expliquer où elle pointe, ni de justifier sa direction. Elle indique simplement le nord, et elle le fait toujours, peu importe le terrain, le climat ou le chaos environnant. Ainsi devraient être tes croyances, constantes, fermes, silencieuses. Elles n'ont pas besoin d'applaudissements ni d'explications. Elles ont juste besoin d'être vécues. De nos jours, beaucoup de gens ressentent le besoin d'annoncer tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils croient, tout ce qu'ils défendent. Ils parlent avec force, ils s'opposent, ils discutent, ils déclarent. Mais quand vient le moment d'agir, leurs actes ne soutiennent pas leurs paroles. Ils manquent de racines, ils manquent de conviction. Parce que croire, ce n'est pas répéter des phrases, ce n'est pas utiliser des étiquettes, ce n'est pas se draper dans des discours grandioses pour démontrer qui tu es. Croire, c'est agir avec cohérence, surtout quand personne ne te regarde. C'est choisir le bon chemin, même s'il n'est pas le plus populaire. C'est maintenir tes principes, même quand cela fait mal. À un certain âge, on devrait déjà savoir que le plus important n'est pas de dire ce que l'on croit, mais de le vivre, parce que les mots peuvent mentir. Le comportement, non. Quand tes actions reflètent tes valeurs, tu n'as pas besoin de parler. Ta seule présence transmet de la force, de la tranquillité, de la cohérence. Et vivre avec conviction ne signifie pas être inflexible, ni arrogant, ni imposer ta vision aux autres. Cela signifie que tu te connais, que tu sais ce qui est important pour toi, que tu ne te trahis pas par confort, ni ne t'adaptes pour t'intégrer, que tu maintiens ta direction même si l'environnement change. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est de l'élégance. C'est de la fermeté intérieure. Parfois, le bruit le plus fort vient de celui qui croit le moins en ce qu'il dit. Mais celui qui croit vraiment ne crie pas. Il n'a pas besoin de convaincre. Il sait que sa conviction ne dépend de l'acceptation de personne. Avoir foi en quoi que ce soit pour toi est un acte intime. Et comme tout ce qui est intime, on le protège. Tu ne le livres pas au jugement de n'importe qui. Tu ne le transformes pas en monnaie d'échange. Tu ne l'utilises pas pour gagner du respect. Tu l'utilises pour te soutenir, pour marcher fermement quand la vie frappe, pour garder ton calme quand tout s'effondre autour de toi. Et si quelqu'un te le demande, tu peux le partager. Mais ne l'impose pas, ne le vends pas, ne le transforme pas en un drapeau que tu agites pour démontrer ta supériorité morale. Parce que lorsque ta croyance a besoin de s'imposer, elle cesse d'être une croyance et devient de l'arrogance. La conviction authentique se remarque dans tes limites, dans tes décisions difficiles, dans ta réaction face à l'injustice, à la tentation, à la critique. Elle se remarque dans le respect que tu te portes, dans ta façon de parler, dans ta capacité à rester ferme sans manquer de respect aux autres.
Ne t'épuise pas à expliquer chaque valeur que tu soutiens. Tu n'as pas besoin de justifier ton intégrité. Ce qui compte, ce n'est pas combien de fois tu le dis, mais combien de fois tu le pratiques. Rappelle-toi ceci. Il y a des boussoles qui ont guidé des personnes à travers des tempêtes sans émettre un seul son. Et toi, si tu vis avec conviction, tu peux aussi être un guide. Tu peux aussi être un exemple sans avoir besoin de faire du bruit, sans avoir besoin de te défendre à chaque pas. Crois en silence, vise avec force et que ton chemin parle pour toi. 7. Libère-toi de ce qui ne fait plus mal, mais pèse. Il y a des pierres qui ne te blessent plus, mais qui restent dans ton sac à dos. Elles ne te font pas saigner, mais elles te ralentissent. Elles ne t'arrêtent pas avec force, mais avec leur poids. Ce sont des souvenirs, des relations, des culpabilités, des promesses brisées et des mots que tu n'as jamais dits. Des choses qui ne te blessent plus, mais que tu continues à porter. Et à un certain âge, continuer à porter ce poids mort est une forme silencieuse de torture. Tu ne le remarques pas tout de suite, mais il est là. Il te vole de l'énergie, il t'éteint, il te tire sans que tu le vois. Et le plus cruel, tu t'habitues à ce poids, tu le normalises, tu en fais une partie de toi. Et sans t'en rendre compte, tu vis limité par quelque chose qui ne devrait plus être dans ta vie. La vérité est la suivante. Il y a des douleurs qui guérissent, mais les résidus émotionnels restent là, accrochés à tes pensées comme s'ils avaient encore le droit de rester. Mais si ça ne fait plus mal, pourquoi continues-tu à le porter? Pourquoi continues-tu à lui donner de la place dans ton esprit? Pourquoi continues-tu à agir comme si cela définissait qui tu es? Tu n'es pas obligé de tout emporter avec toi. Tu n'as pas à transformer ton histoire en une peine perpétuelle. Ce qui est passé est passé. Tu as appris, tu as survécu, tu as grandi. Et maintenant, il est temps de lâcher prise. Non pas pour oublier, mais pour te libérer. Parfois, l'attachement n'est pas dans le cœur, mais dans l'habitude. Tu t'es habitué à porter des culpabilités qui ne te concernent plus, à maintenir des relations qui n'existent que par obligation, pas par amour, à rester dans des endroits où il n'y a plus de croissance, seulement de la routine. Et ça pèse. Même si ça ne fait plus mal comme avant, ça pèse. Lâcher prise n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est savoir dire « ceci a terminé son cycle ». C'est fermer la porte fermement, sans haine, mais avec décision. Parce que tu ne peux pas continuer à avancer si chaque pas te rappelle ce qui est déjà passé. À ce stade de la vie, tu as besoin d'espace intérieur. Tu as besoin de paix. Et cela ne s'obtient pas en accumulant, mais en laissant aller. Tu ne peux pas recevoir du nouveau si tu es plein de l'ancien. Tu ne peux pas être en paix si tu continues à repasser des batailles qui sont déjà terminées. Tu n'as pas besoin que tout le monde comprenne pourquoi tu décides de lâcher prise. Tu n'as pas besoin de justification. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même, te regarder dans le miroir et reconnaître ce qui n'a plus de sens à porter. Même si à un moment donné, cela signifiait beaucoup, maintenant ce n'est que du poids. Te libérer de ce qui pèse est un acte de respect envers toi-même. C'est te traiter avec dignité. C'est dire au passé « Merci pour ce que tu m'as appris, mais je n'ai plus besoin de toi. » Et puis continuer à marcher, plus léger, plus libre, plus fort. Ne te définis pas par tes blessures, ni par ce que tu as perdu, ni par ce qui n'a pas fonctionné. Définis-toi par ta capacité à avancer, à continuer à créer, à construire une vie qui te ressemble. Parfois, le plus grand acte d'amour-propre n'est pas de lutter, c'est de lâcher prise. Ce n'est pas de résister, c'est de se rendre à l'inévitable, avec dignité. Parce qu'il y a des choses qui, bien qu'elles ne fassent plus mal, occupent encore une place qui appartient à quelque chose de mieux. Alors, regarde en toi, identifie ces pierres, et une par une, laisse-les tomber. Elles ne te manqueront pas, elles ne font pas partie de qui tu es maintenant. Elles ne sont qu'une partie du trajet. Et le trajet a déjà continué. Libère-toi, parce que tu mérites d'avancer sans ce poids, parce que tu mérites de vivre en paix, parce qu'il est temps. 8. Que tes mérites parlent, pas ton ego. Un lion n'a pas besoin de rugir pour que les autres sachent qui il est.
Il ne marche pas en criant son pouvoir, il ne se vante pas de sa force. Il est juste là, solide, présent, avec un regard qui suffit à tout dire. Le respect ne le demande pas, il l'impose par sa seule existence. C'est ainsi que devraient être tes réalisations, c'est ainsi que devrait être ta présence, suffisante, sans besoin d'ornement, sans besoin de bruit. Quand une personne ressent le besoin constant de parler de ses mérites, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a accompli, de tout ce qu'elle a surmonté, ce qu'elle révèle n'est pas la grandeur, elle révèle l'insécurité. Parce que celui qui a vraiment construit quelque chose de solide n'a pas besoin de le raconter, sa vie le dit déjà. Il y a ceux qui à chaque conversation insèrent leur titre, leur poste, leur histoire de lutte, leur succès économique, leur réputation. Et ils le font dans l'espoir que cela leur donne de la valeur, que cela les maintienne au-dessus des autres. Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est montrer qu'ils n'ont rien compris. Le véritable mérite n'a pas besoin de présentation. À un certain âge, tu devrais déjà avoir dépassé ce stade. Le stade de la recherche de reconnaissance, le stade de la preuve de ta valeur. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu n'es pas ici pour concourir, ni pour impressionner. Tu es ici pour vivre avec dignité, pour laisser une empreinte, oui, mais une empreinte qui ne dépend pas du bruit, mais de la cohérence. Il y a quelque chose que peu de gens osent dire, mais qui est vital à comprendre. Plus tu parles de toi, moins tu écoutes. Et quand l'ego parle trop, l'apprentissage s'arrête. Parce qu'il n'y a plus de place pour grandir, seulement pour répéter ce que tu as déjà fait. Tu t'enfermes dans ta propre histoire et tu deviens une statue de toi-même. Le silence d'une personne sûre d'elle est plus puissant que 1000 discours de quelqu'un qui a besoin d'attention. Parce que celui qui sait ce qu'il vaut ne le crie pas. Il ne le répète pas. Il ne l'impose pas. Il le vit. Il le respire. Il le projette sans effort. Et cela ne signifie pas nier tes réalisations, ni minimiser tes progrès. Au contraire, cela signifie que tu les portes avec fierté, mais sans arrogance. Que ton succès n'est pas un outil pour écraser, mais une base pour construire. Que tu sais ce que tu as accompli, mais tu n'as pas besoin qu'on te le rappelle, parce que tu l'as déjà intégré. Tes mérites doivent parler pour toi, dans ta façon d'agir, dans ta façon de traiter les autres, dans ta capacité à diriger sans humilier, à enseigner sans imposer, à marcher sans regarder par-dessus ton épaule. L'ego crie, mais le caractère se remarque, et c'est cela qui laisse vraiment une empreinte. Parfois, le plus grand acte de grandeur est de se taire quand tu pourrais te vanter. C'est de faire un pas en arrière et de laisser les résultats parler pour toi. Parce que si tu as vraiment fait quelque chose de grand, tôt ou tard, cela se saura. Et si cela ne se sait pas, cela n'a pas d'importance, parce que tu le sais. Et cela suffit. Ne t'épuise pas à essayer de convaincre les autres de ta valeur. Investis-toi dans la vie avec intégrité, humilité, fermeté. Cette combinaison est beaucoup plus puissante que n'importe quelle liste de réalisations. Et souviens-toi, un arbre ne crie pas combien il a grandi. Il donne simplement de l'ombre. Et ça, c'est ce qui compte vraiment. L'esprit est comme un champ de bataille. On ne le voit pas de l'extérieur, mais nous sommes tous en train de nous battre sur un. Et si tu entres sans préparation, sans stratégie, sans courage, il te fusille. Les doutes, les peurs, la paresse, la critique, la solitude, l'échec te fusille. Et il ne te tue pas d'un coup. Non, il t'épuise lentement, comme une goutte qui tombe sur une pierre jusqu'à la briser. Nous vivons à une époque où la faiblesse se déguise en confort, où tout doit être rapide, validé, approuvé par d'autres, où ressentir un peu d'inconfort semble déjà être une punition. Mais le monde ne va pas s'arrêter pour que tu puisses respirer. La vie ne va pas devenir douce parce que tu es fatigué. Soit tu te renforces de l'intérieur, soit le monde te passe par-dessus. Le stoïcisme n'est pas de la poésie, ni des phrases à se faire tatouer. C'est un système brutal, d'entraînement mental.
C'est une discipline qui ne cherche pas à ce que tu sois heureux tout le temps, mais à ce que tu sois fort même quand tout va mal. Parce que ça va aller mal, tu vas tomber, on va te laisser tomber, tu vas te laisser tomber. Et c'est là que tu as le plus besoin d'être présent avec un esprit affûté, stable, blindé. Ce n'est pas une vidéo de jolies phrases à partager, c'est un appel à durcir, à construire la version de toi que personne ne peut briser. Celle qui ne demande pas la permission, celle qui ne cherche pas l'approbation, celle qui se lève sans témoin. Aujourd'hui, tu vas recevoir 8 principes stoïciens qui ne sont pas de la théorie, ils sont de la pratique. 8 façons réelles de te forger de l'intérieur, de transformer ton esprit en ta plus grande arme et de cesser d'être une victime de ce qui t'arrive. Ce ne sera pas facile. Mais si tu vas jusqu'au bout et les appliques, tu ne résisteras pas seulement au monde, tu le domineras. 1. Arrête le monde une seconde avant de bouger. L'esprit est comme une pièce pleine d'interrupteurs. Chaque émotion, chaque impulsion, chaque pensée est l'un de ces interrupteurs qui attend d'être activé. La plupart des gens allument tout sans contrôle, sans réfléchir. Ils se laissent emporter par la colère, la peur, l'anxiété, comme si quelqu'un d'autre appuyait sur les boutons. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils réagissent simplement. Ils explosent, ils font et disent des choses qu'ils regrettent plus tard. Et quelle est l'excuse? C'est comme ça que je suis. On m'a provoqué, je n'y ai pas pensé, je l'ai juste fait. C'est justement le problème. Tu n'y as pas pensé. Le premier principe stoïcien que tu dois appliquer comme une loi dans ta vie est le suivant. Arrête le monde une seconde avant de bouger. Cette seconde peut sembler insignifiante, mais elle change tout. C'est l'espace qui sépare les personnes qui vivent de manière impulsive de celles qui agissent avec un véritable contrôle. Cette seconde est le début de ta liberté. Épictète l'a bien dit. Ce qui nous affecte, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Mais pour pouvoir penser quelque chose d'utile, tu dois d'abord t'arrêter. Prends un instant entre ce qui se passe et ta réaction. Parce que si tu ne le fais pas, ce n'est pas toi qui réponds, c'est ta colère, ton insécurité, ton besoin d'avoir raison, ta blessure. Et il ne s'agit pas seulement de contrôler la colère. Cela s'applique aussi lorsque tu es sur le point d'abandonner. Lorsque tu es sur le point d'abandonner quelque chose d'important, lorsque tu vas procrastiner, lorsque tu as envie d'agir impulsivement. C'est là que tu dois arrêter le monde. Juste une seconde, une respiration. Un moment pour te demander, est-ce que ce que je m'apprête à faire me fait avancer ou reculer? Il ne s'agit pas de devenir une personne froide ou distante. Il s'agit de devenir ferme. Parce qu'une personne qui maîtrise ses émotions n'est pas faible. C'est quelqu'un de dangereux pour ses propres limites, parce qu'elle agit avec intelligence, pas avec désespoir. Ce principe est simple, mais il nécessite de la pratique. Chaque fois que tu sens que quelque chose en toi veut te pousser à agir sans réfléchir, arrête-toi, pas pour des minutes, juste une seconde, respire, et demande-toi, cette action me renforce-t-elle ou m'affaiblit-elle? Est-ce que j'agis avec un but ou est-ce que je réagis simplement? Chaque impulsion que tu ne contrôles pas a un prix, un message que tu n'aurais pas dû envoyer. Un mot que tu n'aurais pas dû dire, une décision prise avec colère. Et tout cela peut te coûter des relations, des opportunités, du respect, même toi-même. Tout cela parce que tu n'as pas attendu une seconde. Les stoïciens n'étaient pas des personnes froides, ils étaient des personnes qui avaient du contrôle. Ils savaient que la force mentale commence dans ce petit espace où tu peux choisir comment répondre. Cet espace où le monde s'arrête une seconde et tu décides qui tu veux être. Alors ne dis plus « je n'y ai pas pensé ». Parce que tu peux le faire, tu peux t'arrêter, tu peux prendre le contrôle. Et lorsque tu maîtrises cette seconde, lorsque tu décides avec clarté au milieu du chaos, tu deviens quelqu'un qui ne réagit plus comme n'importe qui. Tu deviens quelqu'un qui répond avec puissance. Cette seconde est ton avantage, ne la gaspille pas. 2. Fais-le sans permission et sans envie. Ton esprit est comme un théâtre, et tous les jours, il met en scène une pièce pour te convaincre de ne pas faire ce que tu as dit que tu ferais. Le rideau s'ouvre, et voilà.
la fatigue déguisée en logique, la paresse avec un visage d'auto-soin, le doute agissant comme prudence, applaudissements, tous sur scène. Et toi, assis au premier rang, tu crois tout. Mais voici la vérité. Cette pièce est un mensonge. Cette histoire où tu as besoin de te sentir prêt à agir, cette idée que la motivation doit d'abord apparaître, ce conte que c'est mieux d'attendre le bon moment, tout cela n'est qu'un vieux scénario, écrit par la partie la plus faible de toi. Et si tu veux vraiment grandir, tu dois arrêter d'être spectateur. Tu dois te lever de ta chaise, monter sur scène et déchirer le scénario en morceaux. Parce qu'il n'y a qu'une seule façon de devenir vraiment fort. Le faire sans permission et sans envie. La discipline n'apparaît pas dans les moments d'inspiration. La discipline se construit dans l'obscurité, quand personne ne te voit, quand tu n'as pas d'énergie, quand tout te fait mal, quand tout ce que tu veux, c'est abandonner. Et c'est précisément là, à ce point précis, que la plupart abandonnent, parce qu'ils attendent que le corps dise oui, que l'esprit dise « allons-y ». Mais cela arrive rarement. Et si tu en dépends, tu vas perdre. Fais-le sans permission. N'attends pas que ton esprit te donne le feu vert. Parce que l'esprit choisira toujours la facilité. Il cherchera toujours le moindre effort, la sortie confortable, le raccourci déguisé en excuse. Ce n'est pas ton ennemi, mais il n'est pas conçu pour te pousser à la limite. Il est conçu pour survivre, pas pour se démarquer. Et c'est pourquoi, si tu veux avancer, tu devras souvent l'ignorer. Tu devras bouger même si tout en toi dit non. Parce que c'est là que se construit le caractère. Pas quand tu as envie, mais quand tu n'en as aucune et que tu le fais quand même. Fais-le sans envie. Parce que si chaque décision dépend de ce que tu ressens, alors ce n'est pas toi qui choisis. Ce sont tes émotions qui choisissent. Et les émotions changent toutes les 5 minutes. Tu ne peux pas construire une vie solide avec un esprit instable. Il y aura des jours où tu te sentiras vide, épuisé, sans direction. Des jours où la motivation ne se présente pas. Et c'est précisément ces jours-là qui comptent le plus. Parce que chaque fois que tu agis sans envie, chaque fois que tu accomplis ce que tu as dit que tu ferais, même si tu n'as pas d'énergie, tu envoies un message direct à ton esprit. J'ai le contrôle. Et cela vaut plus que n'importe quel plan parfait. Tu ne deviens pas fort en faisant ce qui est juste quand c'est facile. Tu deviens fort quand tu le fais, même si tu n'en as pas envie. Quand tu travailles sans inspiration. Quand tu t'entraînes fatigué. Quand tu étudies somnolent. Quand tu continues sans que personne ne te dise « bien fait ». C'est ce qui différencie ceux qui essaient de ceux qui réussissent. Cette capacité à agir sans permission, à avancer sans envie, à tenir ta parole non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu l'as promis. Brise le scénario, arrête d'attendre le moment parfait, fais-le quand même. 3. Brûle le scénario des excuses. Les excuses sont comme des contrats invisibles que tu signes avec toi-même sans t'en rendre compte. Elles te lient, elles te limitent, elles te convainquent que tu ne peux pas, quand en réalité, tu ne veux simplement pas payer le prix. Et le plus dangereux, c'est qu'elles sonnent souvent raisonnables, logiques, même intelligentes. Mais elles restent des chaînes déguisées en arguments. Imagine que ta vie soit un film. Tu devrais être le protagoniste, n'est-ce pas? Mais la plupart vivent comme s'ils étaient un acteur secondaire, répétant des lignes écrites par la peur, le confort, l'insécurité, le passé. Jour après jour, jouant le même rôle médiocre. Le scénario est déjà écrit. Je n'ai pas le temps. Je ne suis pas encore prêt. Ce n'est pas si facile pour moi. Peut-être plus tard. Les mêmes phrases, les mêmes excuses, le même résultat. Tu veux changer ? Brûle ce scénario, ne l'édite pas, ne le révise pas, brûle-le. Parce que tant que tu continues à justifier pourquoi tu ne peux pas, tu ne découvriras jamais ce que tu pourrais accomplir. Les excuses sont confortables parce qu'elles ne t'obligent à rien. Elles te font sentir que tu es rationnel, alors qu'en réalité, tu ne fais qu'échapper. Les stoïciens ne cherchaient pas des excuses. Ils cherchaient le contrôle de la seule chose qui dépend de toi. Tes actions, pas ton histoire, pas tes traumatismes, pas ton environnement, tes décisions. C'est ce qui te définit.
Le reste peut être difficile, oui, même douloureux. Mais ce n'est pas une excuse. Chaque fois que tu choisis de ne pas agir et que tu justifies cette inaction, tu renforces une identité faible. Tu entraînes ton esprit à abandonner sans combattre. Tu dis « peu importe combien je dis que je veux quelque chose, si ça devient inconfortable, je l'abandonne ». Rompe avec ça, parce qu'il n'y a pas d'excuse assez bonne pour justifier une vie non vécue. Peut-être que tu n'as pas tout ce dont tu as besoin maintenant, mais tu as quelque chose, la capacité de faire un pas, de faire ce que tu peux, avec ce que tu as, d'où tu es. Ce n'est pas un cliché, c'est une vérité que la plupart ignorent parce que ça fait mal. Et oui, le chemin sera plus difficile pour toi que pour les autres, personne ne nie ça, mais ça n'a pas d'importance non plus, parce que personne d'autre ne va vivre ta vie pour toi, personne d'autre ne va payer le prix pour ce que tu n'as pas fait. Seul toi vas porter les conséquences de tes excuses. On t'a dit que tu ne pouvais pas, que tu n'étais pas assez, que tu n'allais pas y arriver. Parfait. Utilise ça comme du feu, mais pas pour continuer à justifier ta paralysie. Utilise-le pour brûler cette version de toi qui se cache derrière les « je ne peux pas » et commencer à construire une version qui n'a pas besoin de permission, de conditions parfaites, ni de validation externe. C'est toi contre toi. Ça l'a toujours été. Et tant que tu n'assumes pas ça, tu vas continuer à céder. Tu vas continuer à te cacher derrière des mots élégants pour ne pas faire ce que tu dois faire. Alors prends tes responsabilités, reconnais tes excuses, regarde-les en face, et au lieu de leur donner plus de pouvoir, brûle-les. Ne les explique pas, ne les défends pas, ne les maquille pas, brûle-les et agis. Même si tu as peur, même si tu n'es pas sûr, même si tu ne sais pas exactement ce qui va se passer. Parce que chaque excuse que tu détruis, c'est une partie de toi qui renaît. Une partie qui cesse d'être spectateur et commence à écrire sa propre histoire. Et tu n'as pas besoin d'un scénario pour ça, juste de la détermination. 4. Lève-toi quand personne ne te voit. Imagine une plante qui pousse au milieu du béton. Elle n'a pas d'applaudissements, ni de soleil direct, ni de conditions idéales. Il n'y a personne pour la regarder, personne qui attend qu'elle réussisse. Mais elle est là, poussant depuis le bas, se brisant contre la pierre, se frayant un chemin millimètre par millimètre sans que personne ne le remarque. Personne ne la félicite, personne ne la publie, mais elle le fait quand même. Parce que c'est dans sa nature de grandir, même quand il n'y a pas de témoins. C'est ainsi que fonctionne la véritable force. Elle ne se construit pas quand tu as un public. Elle se construit quand tu es seul, quand tout est silencieux, quand personne ne t'applaudit, quand personne ne croit en toi. C'est là que tu te formes. La plupart des gens ne bougent que lorsqu'il y a des yeux pour les regarder. Ils se disciplinent s'il y a quelqu'un pour les motiver. Ils font des efforts s'ils vont recevoir un prix. Ils travaillent dur si quelqu'un leur donne de la reconnaissance. Mais ce n'est pas la vraie force, c'est de la dépendance. C'est agir seulement quand il y a une validation externe. La véritable croissance se produit dans l'obscurité. Quand tu te lèves sans envie, sans aide, sans applaudissement. Quand tu décides de continuer même si personne ne le remarque. Quand tu tiens tes engagements même si tu pourrais tricher et que personne ne le saurait. C'est cela qui forge le caractère. Les stoïciens comprenaient cela mieux que quiconque. Pour eux, le véritable ennemi n'était pas le monde, c'était les décisions que tu prenais quand personne ne te regardait. Parce que c'est là que se révèle qui tu es vraiment. Quand il n'y a pas de conséquences immédiates. Quand tu pourrais abandonner et que personne ne te jugerait. Quand tu pourrais mentir, éviter l'effort, prendre le chemin facile. Et pourtant, tu choisis le difficile, par conviction, pas pour l'image. La société d'aujourd'hui te pousse à vivre pour l'extérieur. Pour montrer, pour partager, pour prouver que tu fais quelque chose. Mais ce qui transforme vraiment ta vie se passe loin de tout cela. Cela se passe dans l'intimité de tes décisions privées. Au moment où tu décides si tu vas rompre ta parole ou la tenir même si personne ne le sait. Et oui, au début c'est difficile. Parce que l'ego veut de l'attention. Il veut des preuves que ça vaut le coup. Il veut des médailles. Il veut des yeux sur lui. Mais c'est là que tu dois apprendre à tuer l'ego, à ignorer cette voix qui dit «
Pourquoi le faire si personne ne te le reconnaît? Et répondre avec une autre qui dit « Parce que je sais qui je veux être. Lève-toi quand personne ne te voit. Entraîne-toi quand tu n'as pas d'énergie. Respecte tes engagements quand tu pourrais les reporter. Sois fidèle à ce que tu as dit que tu ferais, même s'il n'y a pas de témoin. Parce que c'est dans ces moments invisibles que tu construis une identité solide. Une qui ne dépend de rien d'autre que de toi. Rappelle-toi ceci. Quand viendra le moment difficile, quand le monde te mettra vraiment à l'épreuve, tu n'auras pas le temps de te préparer. Tu n'auras que ce que tu as construit en silence, la force que tu as forgée quand personne ne te regardait, les décisions que tu as prises sans caméra, sans like, sans récompense. Et cela, cette préparation dans l'obscurité, c'est ce qui te soutiendra quand tout le reste s'effondrera. Tu n'as pas besoin de témoins pour devenir fort. Tu as juste besoin de détermination. Fais le travail, même si personne ne t'applaudit, même si personne ne t'attend. Parce que quand viendra le jour où tu devras montrer de quoi tu es fait, tu le feras sans peur. Parce que tu t'es déjà levé de nombreuses fois, et tu l'as fait quand personne ne te voyait. 5. Forge le corps qui soutiendra ton esprit. Ton corps est l'armure qui protège ta volonté. Peu importe la force de ton esprit, si ton corps abandonne en premier, tout s'effondre. Tu peux avoir de la clarté, de la concentration, de la discipline. Mais si ton énergie physique est faible, si ta santé est détériorée, si tu n'as pas de résistance, ton esprit va commencer à vaciller. Parce qu'il ne peut pas se soutenir seul pendant longtemps. Imagine que ton esprit est une torche allumée, une flamme stable avec une direction. Mais si cette torche est montée sur une base fragile, tremblante, qui ne supporte pas le poids, elle tombe. La flamme s'éteint. Et tout ce que tu allais construire reste une intention. C'est pourquoi ce principe est clair. Forge le corps qui soutiendra ton esprit. Non pas pour l'esthétique, non pas par vanité, pour la survie, par respect pour tes propres objectifs. Les stoïciens parlaient beaucoup du corps, bien qu'aujourd'hui on ne les associe qu'à des idées philosophiques. Ils comprenaient que le corps n'est pas un luxe ni un caprice, c'est un instrument. Et comme tout outil, si tu ne le soignes pas, si tu ne le renforces pas, il rouille, il se brise, il te trahit. Quand tu n'as pas d'énergie, tout devient plus difficile. Tu as du mal à penser, à te concentrer, tu deviens réactif, irritable, faible émotionnellement. Ton esprit, aussi puissant soit-il, est forcé de dépenser le double d'efforts pour faire la même chose. Et c'est ainsi que tu tombes dans des cycles de frustration. Tu sais ce que tu veux faire, mais tu n'as pas la force de le soutenir. Maintenant, personne ne te dit de devenir un athlète professionnel. Il s'agit de résistance fonctionnelle, pas de record personnel. Il s'agit que ton corps soit prêt à accompagner ta discipline, tes habitudes, ta vision. Qu'il supporte les charges de travail, les nuits blanches, l'entraînement, le stress. Qu'il ne devienne pas un obstacle, mais un allié. Chaque fois que tu t'entraînes, tu ne renforces pas seulement tes muscles. Tu renforces ton identité. Tu envoies un message direct à ton esprit. Je suis prêt à supporter la douleur contrôlée pour me préparer contre le chaos du monde réel. Parce que c'est ça, s'entraîner. C'est te mettre volontairement mal à l'aise pour te durcir, pour être plus fort, plus stable, plus préparé. Et quand ton corps est solide, ton esprit se sent en sécurité. Quand tu as de l'énergie, tu peux prendre de meilleures décisions. Tu peux résister à l'impulsion. Tu peux garder le focus. L'entraînement physique n'est pas seulement physique. Il est psychologique. Il est spirituel. C'est une façon de te prouver que tu peux te pousser sans te briser. Il y a quelque chose de profondément transformateur à soulever des poids, à transpirer, à te fatiguer, à respirer avec difficulté et pourtant à finir la série. Non seulement parce que cela améliore ta santé, mais aussi parce que cela t'enseigne une leçon brutale. Tu peux plus que ce que tu penses. Le confort constant affaiblit. La sédentarité te rend mou, pas seulement dans le corps, mais aussi dans la volonté. Si tu ne sors jamais te battre avec toi-même à l'entraînement, comment espères-tu avoir du courage quand la vie te frappe sérieusement? Ton corps est le véhicule de ta volonté. S'il est faible, fragile, sans énergie,
ton esprit ne peut pas avancer. Mais si tu le renforces, si tu le prépares, si tu le forges, alors il n'y a pas de mur que tu ne peux pas escalader. Alors arrête de le remettre à plus tard. Commence à bouger. Entraîne-toi non pas pour avoir l'air bien, mais pour devenir imbattable. Pour que lorsque la vie te demande des efforts, tu en aies en surplus. Pour que lorsque tu es fatigué, tu puisses encore continuer. Forge le corps qui soutiendra ton esprit. Parce que cette combinaison, tête froide et corps solide, ne s'arrête pour rien. 6. Protège ton esprit comme un sanctuaire. Ton esprit est comme une forteresse sacrée construite au sommet d'une montagne. Un lieu où se prennent des décisions qui changent le cours de ta vie. Un espace qui devrait être propre, solide, protégé. Mais de nos jours, beaucoup de gens ont laissé la porte ouverte. N'importe qui peut entrer, salir, crier, imposer des idées, voler de l'énergie. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils vivent avec l'esprit pollué, surchargé, envahi, et se demandent pourquoi ils se sentent si brisés à l'intérieur. C'est pourquoi ce principe est urgent. Protège ton esprit comme un sanctuaire. Non pas comme un lieu faible qui a besoin de s'isoler, mais comme un lieu sacré qui n'autorise que ce qui le renforce, ce qui le nettoie, ce qui l'élève. Dans la philosophie stoïcienne, l'esprit était la chose la plus précieuse que l'on possédait. Le monde extérieur peut être chaotique, injuste, cruel, mais l'esprit doit rester ferme, imperturbable, et pour cela, il faut le protéger de tout ce qui cherche à l'affaiblir. Aujourd'hui, tu es entouré de bruit, des nouvelles conçues pour te perturber, des réseaux sociaux qui te comparent à ce que tu n'es pas, des gens qui donnent leur avis sur ta vie sans rien savoir de toi, du contenu vide qui te distrait sans t'apporter quoi que ce soit. Chaque fois que tu consommes cela sans filtre, tu laisses quelqu'un d'autre décider de ce qui entre dans ton sanctuaire. Tu donnes de l'espace mental à des choses qui ne méritent pas d'y être. Ton esprit a besoin de silence. Il a besoin d'ordre. Il a besoin de limites. Parce que si tu ne filtres pas ce que tu laisses entrer, tu ne peux pas te plaindre du désordre qui règne à l'intérieur. As-tu du mal à te concentrer? Te sens-tu anxieux? As-tu des pensées répétitives, négatives, épuisantes? Ce n'est pas toujours un problème interne. Souvent, c'est le reflet de ce que tu permets, des stimuli que tu consommes, des personnes que tu écoutes, des pensées que tu répètes sans les remettre en question. Protéger ton esprit ne signifie pas t'enfermer. Cela signifie être sélectif, choisir consciemment quel contenu tu vois, quelle personne tu écoutes, quelle conversation tu nourris, quelle pensée tu cultives. Tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas de vivre en toi. Le sanctuaire doit être propre, et cela ne se fait pas une fois, cela se fait tous les jours. C'est une habitude, c'est une pratique, c'est un acte de respect envers toi-même. Si ton esprit est l'endroit d'où tout se construit, tes décisions, tes émotions, ton comportement, alors en prendre soin n'est pas une option. C'est essentiel. Et il ne s'agit pas seulement de ce que tu consommes, mais aussi de ce que tu tolères, de ce que tu répètes, des pensées automatiques que tu ne remets pas en question. Si chaque fois que tu échoues, tu te dis « je suis un échec », si chaque fois que tu te compares, tu te répètes « je ne serai jamais assez », tu salis ton propre temple avec tes propres mains. Tu dois changer cela. Tu dois apprendre à te parler avec clarté, avec fermeté, avec respect, à remettre en question ce qui entre, à nettoyer ce qui pollue, à reconstruire ce que d'autres ont essayé de détruire. Les stoïciens ne parlaient pas d'isolement, ils parlaient de force intérieure. Et cela ne peut être atteint que si ton esprit est un espace propre, protégé, en ordre. Un lieu à partir duquel tu peux résister au chaos du monde sans te briser. Tu ne peux pas éviter tout ce qui se passe à l'extérieur, mais tu peux décider de ce qui reste à l'intérieur. Et cette décision change ta vie. Alors ferme la porte, filtre le bruit, expulse ce qui ne sert pas. Et souviens-toi, ton esprit n'est pas une poubelle pour les problèmes du monde. C'est un sanctuaire. Et comme tout sanctuaire, il doit être protégé à tout prix. 7. Mange comme si tu entraînais ta volonté. Ton assiette est un terrain d'entraînement.
Chaque repas que tu choisis ne nourrit pas seulement ton corps, il entraîne ou affaiblit ton esprit. Ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une occasion de pratiquer le contrôle, la concentration, la discipline. Parce que ce que tu fais à table, tu le fais dans la vie. Si tu ne peux pas maîtriser tes impulsions là, qu'est-ce qui te fait penser que tu pourras les maîtriser quand quelque chose de vraiment difficile se présentera? Manger devrait être un acte conscient, pas une échappatoire émotionnelle. Mais nous vivons dans une culture où la nourriture est devenue un réconfort, une distraction, une récompense immédiate. Et il n'y a pas de jugement à cela, nous sommes tous tombés dans ce piège. Mais il y a un moment où tu dois te réveiller, où tu dois regarder ce que tu fais et comprendre que chaque choix est un test, une façon de renforcer ou d'affaiblir ton caractère. Quand tu manges sans mesure, sans conscience, sans respect pour toi-même, tu ne nuis pas seulement à ta santé. Tu entraînes ton esprit à céder, à ne pas résister, à chercher la facilité. Et cela se reflète dans tout le reste, dans tes habitudes, dans tes relations, dans ton travail. Parce que ce que tu fais avec le petit, tu le répètes avec le grand. Le stoïcisme ne te dit pas quoi manger. Il ne t'impose pas un régime. Ce qu'il t'enseigne, c'est à cultiver la maîtrise de soi, à ne pas être esclave du désir, à ne pas laisser tes décisions être gouvernées par la recherche du plaisir immédiat. Manger comme un stoïcien, c'est manger avec intention, avec équilibre, avec respect. Il ne s'agit pas de punir le corps. Il s'agit de ne pas laisser le corps commander tout le temps. Parce que si tu obéis à chaque impulsion que tu as, tu es perdu. Tu vas succomber à chaque tentation. Tu vas te rendre à chaque envie, chaque faiblesse. Tu vas devenir incapable de te dire non quand tu en auras le plus besoin. L'entraînement de la volonté commence là, dans le quotidien. Au moment où tu vois quelque chose qui te tente et tu te demandes « Est-ce que cela me renforce ou m'affaiblit ?» Pas à partir de la culpabilité, pas à partir de l'obsession, mais à partir de la conscience, de la clarté que tu formes du caractère chaque fois que tu décides avec un but. Et bien sûr que tu peux profiter. Le plaisir n'est pas l'ennemi. Le problème est quand le plaisir commande, quand tu ne peux pas t'arrêter, quand tu utilises la nourriture pour couvrir des émotions que tu ne veux pas affronter, quand tu as besoin de combler un vide qui ne se remplit pas avec du sucre ou de la graisse, mais avec un but et une direction. Si tu veux vraiment être fort, commence par ce que tu mets dans ta bouche. Mange comme si tu entraînais ta volonté, parce que c'est exactement ce que tu fais. Tu t'entraînes à te dire oui à ce qui te renforce et non à ce qui ne satisfait qu'une impulsion momentanée. Et cette habitude, bien qu'elle semble simple, te construit. Elle t'affine. Elle fait de toi une personne qui n'a pas besoin d'être motivée pour bien choisir. Une personne qui ne se trahit pas chaque fois que quelque chose la tente. Une personne qui sait ce qu'elle veut et agit en fonction de cela, pas de comment elle se sent à ce moment-là. Rappelle-toi ceci, la maîtrise de soi ne s'entraîne pas seulement dans les grands défis. Elle s'entraîne dans ce que tu fais tous les jours, dans ton assiette, dans ta cuisine, au moment où tu choisis de prendre soin de toi, non par obligation, mais par respect. Mange comme si tu entraînais ton esprit, parce qu'au fond, c'est exactement ce que tu fais. 8. Cherche dans la solitude ton arme secrète. La solitude est comme une grotte sombre au milieu de la montagne. La plupart des gens passent sans s'arrêter. Certains jettent un coup d'œil, ressentent le froid, le silence et reculent. D'autres entrent par erreur, se retrouvent piégés avec leurs pensées et sortent en courant. Mais il y a ceux qui entrent les yeux grands ouverts. Ils marchent sans peur, s'assoient au centre de l'obscurité. Et là, sans distraction, sans bruit, sans masque, ils trouvent quelque chose que personne d'autre ne peut leur donner. Clarté, force, but. Ils trouvent leur arme secrète. Aujourd'hui, tout est conçu pour que tu évites d'être seul avec toi-même. Le bruit est constant, le divertissement est infini. Tu peux passer des jours entiers entourés d'écrans, de notifications, de voix étrangères. Mais combien de fois t'assois-tu seul, sans rien faire, juste avec toi-même, sans courir pour combler le vide avec quelque chose d'extérieur? La plupart des gens ont peur de ce silence, parce que dans la solitude, la vérité apparaît. Il n'y a pas de filtre là-bas.
Il n'y a pas de personnage à jouer. Il n'y a pas de gens à impressionner. C'est toi face à toi. Et si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu ne te supportes pas, tu vas fuir encore et encore vers le superficiel. Mais les stoïciens n'avaient pas peur de la solitude. Au contraire, ils la cherchaient, non pas comme un isolement égoïste, mais comme un espace sacré pour aiguiser l'esprit, pour s'observer, pour se renforcer, parce qu'ils comprenaient quelque chose que beaucoup oublient. C'est dans la solitude que l'âme s'entraîne. C'est là que tu te confrontes à tes vraies questions. Pourquoi fais-tu ce que tu fais? Qui essayes-tu de plaire? Quelles sont tes peurs? Qu'est-ce que tu évites d'affronter? Vis-tu ta vie ou celle que les autres attendent de toi? Ces questions ne se répondent pas avec du bruit. Elles se répondent dans le silence, en présence, en brutale honnêteté avec toi-même. Et cet exercice, aussi inconfortable soit-il, te transforme. Dans la solitude, tu apprends à dépendre de toi, à ne pas avoir besoin que quelqu'un te motive, te valide, te sauve. Tu deviens responsable, tu deviens fort. Parce que tu comprends que personne ne viendra te sauver, que personne ne peut vivre pour toi, que si tu ne te connais pas, si tu ne te soutiens pas, si tu ne te diriges pas, tu finiras par suivre le bruit du monde et te perdre toi-même. Et non, ce n'est pas facile, parce que la solitude te montre aussi tes failles, tes blessures, tes erreurs. Mais c'est là que réside le pouvoir, apprendre à voir tout cela sans fuir, observer ton ombre sans te détruire, te pardonner sans t'affaiblir, t'exiger sans te punir. Quand tu apprends à être seul et à en profiter, tout change. Tu n'agis plus par peur de l'abandon. Tu n'acceptes plus n'importe quelle relation pour ne pas être seul. Tu ne te vends plus pour de l'attention bon marché. Tu n'as plus besoin de remplir chaque minute avec distraction, parce que tu sais qui tu es, et cela te rend dangereusement fort. Ton arme secrète n'est pas dans ce que tu montres au monde. Elle est dans ce que tu construis en silence, dans la relation que tu as avec toi-même, dans le niveau de conversation que tu peux avoir avec toi-même sans avoir besoin de fuir. Cherche la solitude, non pas pour t'isoler du monde, mais pour te préparer à l'affronter, non pas pour fuir, mais pour revenir plus clair, plus ferme, plus conscient. Parce que quand tu apprends à être avec toi, sans dépendre de personne, personne n'a de pouvoir sur toi. C'est ton avantage. C'est ton refuge, c'est ton lieu de pouvoir. Là est ton arme secrète.